Ce soir, je suis heureuse de te retrouver pour poursuivre notre voyage. Après une longue traversée en mer, nos héros atteignent enfin les terres de l'Inde. L'air est chaud et, au loin, résonnent de légers carillons. Installe-toi confortablement. Notre voyage continue. Chapitre 10. Où Passepartout est trop heureux d'en être quitte en perdant sa chaussure. Personne n'ignore que l'Inde, ce grand triangle renversé dont la base est au nord et la pointe au sud, comprend une superficie de 1400 000 miles carrés, sur laquelle est inégalement répandue une population de 180 millions d'habitants. Le gouvernement britannique exerce une domination réelle sur une certaine partie de cet immense pays. Il entretient un gouverneur général à Calcutta, des gouverneurs à Madras, à Bombay, au Bengale et un lieutenant-gouverneur à Agra. Mais l'Inde anglaise proprement dite ne compte qu'une superficie de 700 000 miles carrés et une population de 100 à 110 millions d'habitants. C'est assez dire qu'une notable partie du territoire échappe encore à l'autorité de la reine. Et, en effet, chez certains rajas de l'intérieur, farouches et terribles, l'indépendance hindoue est encore absolue. Depuis 1756, époque à laquelle fut fondé le premier établissement anglais sur l'emplacement aujourd'hui occupé par la ville de Madras, jusqu'à cette année dans laquelle éclata la grande insurrection des Sipahs, la célèbre compagnie des Indes fut toute puissante. Elle s'annexait peu à peu les diverses provinces achetées au Raja au prix de rente qu'elle payait peu ou point. Elle nommait son gouverneur général et tous ses employés civils ou militaires. Mais maintenant, elle n'existe plus et les possessions anglaises de l'Inde relèvent directement de la couronne. Aussi, l'aspect des mœurs, les divisions ethnographiques de la péninsule tentent à se modifier chaque jour. Autrefois, on y voyageait par tous les antiques moyens de transport, à pied, à cheval, en charrette, en brouette, en palanquin, à dos d'homme, en coach, etc. Maintenant, des steamboats parcourent à grande vitesse l'Indus, le Gange et un chemin de fer qui traverse l'Inde dans toute sa largeur en se ramifiant sur son parcours, mais bombé à 3 jours seulement de Calcutta. Le tracé de ce chemin de fer ne suit pas la ligne droite à travers l'Inde. La distance à vol d'oiseau n'est que de 1000 à 1100 miles, et des trains animés d'une vitesse moyenne seulement n'emploieraient pas 3 jours à la franchir. Mais cette distance est accrue d'un tiers au moins par la corde que décrit le railway en s'élevant jusqu'à Allahabad dans le nord de la péninsule. Voici en somme le trajet à grands points du Great Indian Peninsular Railway. En quittant l'île de Bombay, il traverse Salsette, saute sur le continent en face de Dana, franchit la chaîne des Ghats orientaux
de se trouver avant 8 heures à la gare et de son pas régulier qui battait à la seconde comme la pendule d'une horloge astronomique, il se dirigea vers le bureau des passeports. Ainsi donc, des merveilles de Bombay, il ne songeait à rien voir. Ni l'hôtel de ville, ni la magnifique bibliothèque, ni les forts, ni les docks, ni le marché au coton, ni les bazars, ni les mosquées, ni les synagogues, ni les églises arméniennes, ni la péninsule, ni la splendide pagode de Malabar Hill, ornée de 2 tours polygones. Il ne contemplerait ni les chefs-d'œuvre d'Éléphanta, ni les mystérieux hypogées cachés au sud-est de la rade, ni les grottes Kanhéri de l'île Salsette, ces admirables restes de l'architecture bouddhiste. Non, rien. En sortant du bureau des passeports, Phileas Fogg se rendit tranquillement à la gare, et là, il se fit servir à dîner. Entre autres mets, le maître d'hôtel crut devoir lui recommander une certaine gibelotte de lapin du pays, dont il lui dit merveille. Phileas Fogg accepta la gibelotte et la goûta consciencieusement. Mais, en dépit de sa sauce épicée, il la trouva détestable. Il sonna le maître d'hôtel. « Monsieur, lui dit-il en le regardant fixement, c'est du lapin, cela. »« Oui, milord, répondit effrontément le drôle, du lapin des jungles. »« Et ce lapin-là n'a pas miaulé quand on l'a tué. »« Miaulé, oh, milord, un lapin, je vous jure. » Monsieur le maître d'hôtel, reprit froidement Monsieur Fogg, ne jurez pas, et rappelez-vous ceci. Autrefois dans l'Inde, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés. C'était le bon temps. Pour les chats, milord. Et peut-être aussi pour les voyageurs. Cette observation faite, Monsieur Fogg continua tranquillement à dîner. Quelques instants après Monsieur Fogg, l'agent Fix avait, lui aussi, débarqué du Mongolia et courut chez le directeur de la police de Bombay. Il fit reconnaître sa qualité de détective, la mission dont il était chargé, sa situation vis-à-vis de l'auteur présumé du vol. Avait-on reçu de Londres un mandat d'arrêt? On n'avait rien reçu. Et, en effet, le mandat parti après Fogg ne pouvait être encore arrivé. Fix resta fort décontenancé. Il voulut obtenir du directeur un ordre d'arrestation contre le sieur Fogg. Le directeur refusa. L'affaire regardait l'administration métropolitaine, et celle-ci seule pouvait légalement
En attendant, et après avoir fait acquisition de quelques chemises et chaussettes, il se promenait dans les rues de Bombay. Il y avait grand concours de populaires, et au milieu d'Européens de toute nationalité, des Persans à bonnet pointu, des Bougnats à turban rond, des Sindes à bonnet carré, des Arméniens en longue robe, des Parsis à mitre noire. C'était précisément une fête célébrée par ces Parsis ou Guèbres, descendants directs des sectateurs de Zoroastre, qui sont les plus industrieux, les plus civilisés, les plus intelligents, les plus austères des hindous, race à laquelle appartiennent actuellement les riches négociants indigènes de Bombay. Ce jour-là, il célébrait une sorte de carnaval religieux, avec procession et divertissements, dans lesquels figuraient des bayadères vêtus de gazes roses brochés d'or et d'argent, qui, au son des viols et au bruit des tam-tams, dansaient merveilleusement et avec une décence parfaite d'ailleurs. Si Passepartout regardait ces curieuses cérémonies, si ses yeux et ses oreilles s'ouvraient démesurément pour voir et entendre, si son air, sa physionomie était bien celle du Bombi le plus neuf qu'on pût imaginer, il est superflu d'y insister ici. Malheureusement pour lui et pour son maître, dont il risqua de compromettre le voyage, sa curiosité l'entraîna plus loin qu'il ne convenait. En effet, après avoir entrevu ce carnaval par-ci, Passepartout se dirigeait vers la gare quand, passant devant l'admirable pagode de Malabar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur. Il ignorait deux choses. D'abord, que l'entrée de certaines pagodes hindoues est formellement interdite aux chrétiens, et ensuite que les croyants eux-mêmes ne peuvent y pénétrer sans avoir laissé leurs chaussures à la porte. Il faut remarquer ici que, par raison de saine politique, le gouvernement anglais, respectant et faisant respecter jusque dans ses plus insignifiants détails la religion du pays, punit sévèrement quiconque en viole les pratiques. Passepartout entrait là sans penser à mal, comme un simple touriste, admirer à l'intérieur de Malabar Hill ce clinquant éblouissant de l'ornementation brahmanique, quand soudain il fut renversé sur les dalles sacrées. Trois prêtres, le regard plein de fureur, se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris sauvages. Le Français, vigoureux et agile, se releva vivement. D'un coup de poing et d'un coup de pied, il renversa deux de ses adversaires, fort empêtrés dans leurs longues robes, et, s'élançant hors de la pagode de toute la vitesse de ses jambes, il eut bientôt distancé le troisième hindou, qui s'était jeté sur ses traces en ameutant la foule. À 8h moins 5, quelques minutes seulement avant le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le paquet contenant ses emplettes, Passepartout arrivait à la gare du chemin de fer. Fix était là, sur le quai d'embarquement. Ayant suivi le sieur Fogg à la gare, il avait compris que ce coquin allait quitter Bombay. Son parti
Passepartout